Bonjour, bienvenue. Nous voilà à Orval, ce qui n'est pas courant dans nos rencontres. Nous sommes à Orval parce que cette année, le CACLB, donc le Centre d'art de Luxembourg belge, le Centre d'art contemporain, fête ses 40 ans. Et pour les 40 ans, arpenter les lieux, qui est un peu le sous-titre de notre parcours, je vais dire, on a choisi justement de s'installer dans différents lieux emblématiques de la région. Et ce sont des lieux qui avaient déjà fait partie de l'histoire aussi du centre d'art. Et Orval est un lieu qui en lui-même déjà est fabuleux, donc c'est l'occasion de le revisiter certainement, surtout que la partie muséale a été complètement revue cette année, ça vaut la peine, je le dis, je le signale. Je remercie aussi l'abbaye de son accueil. Et donc ici, un artiste, Rainer Gross, qui lui-même fait partie de l'histoire du CACLB. Il avait exposé en 2009 à la Grange du Fin à Jamoigne. En 2010, il avait aussi proposé une installation à Montauban. Et cette année, il vient ici dans la ruine médiévale, donc dans la ruine de l'église du Moyen-Âge. Une ruine qui, lui, l'a pris aussi, l'a beaucoup ému. Il l'a observé, c'est un artiste qui réfléchit au lieu, enfin réfléchit, se met en accord avec le lieu où il arrive, il veut se mettre au service du lieu. Et donc, en arrivant ici, il en a bien compris aussi toute la symbolique, tout ce qui ressort de ce lieu dans son abandon, enfin, un abandon qu'on soigne, mais voilà, il y a les traces des coups de canon de 1793. Hein, c'est à ce moment-là que l'abbaye médiévale a été détruite et elle est restée en l'état, soignée dans ses ruines, mais en l'état. Et donc on rejoint là certainement quelque chose qui est très important pour Rainer, c'est ce rapport finalement à l'impermanence des choses, à la fois à la vie qui est là, mais aussi qui vient des ténèbres et qui repart aux ténèbres. Et donc l'impermanence, la fragilité, ça est toujours interrogé dans ces œuvres qui sont monumentales néanmoins. Et donc on est ici vraiment au départ de ce grand flux, d'ailleurs c'est le nom de l'œuvre, c'est Flux, mais avec le F entre parenthèses, donc c'est Flux ou Lux, interténebras, donc on est dans un flux où la lumière entre les ténèbres. Alors quelles ténèbres, quelle lumière, quel flux il a réfléchi aussi au lieu, au symbolique et à l'histoire du lieu. Donc là, on est dans la zone qui est proche du lieu où était le dortoir au Moyen-Âge des moines, et donc d'où arrivaient les moines pour la première prière du matin. Et donc c'est symboliquement aussi le lieu du lever du jour, du lever de la vie. Donc c'est l'émergence de la vie, et qui repart à travers les ouvertures, les murs en ruine, mais aussi dans toutes les arches, les anciennes ouvertures des fenêtres, et donc navigue comme ça dans toute une série de spirales et de courbes pour repartir là derrière, dans la parure du transept septentrional, là où finalement étaient enterrés certains moines, et donc c'était vers la mort. Et donc on a tout ce jeu d'énergie, de passage entre deux moments de ténèbres, qui est très bien symbolisé avec cette forme finalement très graphique dans l'espace. Rainer travaille avec des lattes qui sont souples. Il faut savoir que lui-même a presque une vie monacale avant de venir installer ça ici. Il a pendant des semaines peint latte après latte dans son atelier. Donc il les teinte en noir. Et déjà, il prépare ses lots pour que lorsqu'il arrive ici, qu'il travaille dans cette nacelle, il se perche là-haut, il sache comment accrocher tous ces éléments-là. Donc c'est vraiment un travail très long. L'installation elle-même dure une semaine, pas plus, c'est assez étonnant, mais parce que c'est quand même un fameux boulot. Mais il a une grande maîtrise aussi de ce qu'il fait. Voilà. Après, je crois qu'il faut se laisser faire par ce flux, aller derrière, revenir et naviguer avec cette promenade graphique.
Alors ici, nous sommes dans une galerie d'exposition qui fait partie de la partie muséale de l'abbaye d'Orval. Dans cette galerie, il y a des expositions temporaires et durant la période de nos expositions également à Montauban, Rainer Gross, donc, qui a son installation dans la ruine, propose une série de photographies qu'il a prises d'installations diverses dans différents lieux patrimoniaux pour la plupart d'entre eux, mais pas tous, mais un grand nombre en France, en Belgique et en Allemagne également, enfin dans le Benelux. Et donc on peut y découvrir à la fois des flux, je vais dire, comme on trouve ici dans la ruine, mais aussi d'autres façons de travailler. Je veux dire, l'autre façon assez évidente et qu'on a retrouvée à plusieurs endroits de travailler de Rainer, c'est de travailler avec des lattes rouges qui donc elles ne sont pas dans ce flux et créer une structure ajourée rouge qui vient très bien se positionner par exemple dans des lieux où il y a de la nature, comme il avait fait d'ailleurs à Montauban-Haut en 2010. Voilà, nous nous retrouvons dans un tout autre endroit du parcours des 40 ans du CACLB. Nous sommes au musée Gaumet à Virton. Un musée qui reprend pas mal de choses. Je veux dire qu'il y a une partie archéologique, une partie art religieux et croyances, une partie, vous voyez ici, nous sommes dans des éléments qui font penser d'ailleurs un peu à Montauban, parce que Montauban, on va retrouver sur le site de Montauban d'anciennes forges, et donc toutes ces industries métallifères a bien existé en Gaume. Voilà, nous sommes donc dans une des salles du musée. On entend en bruit de fond déjà un bruit un peu particulier, parce que de cette salle, nous allons partir vers une expo, une petite expo que le musée Gaumet a mis en place à notre demande, donc c'était un beau partenariat. Une expo qui reprend des explications, et puis un peu de l'histoire des architectures qui sont à Montauban. Il faut savoir qu'à Montauban, donc, on a des architectures qui traversent le temps, qui vont du haut Moyen-Âge, fortification, passant par les forges, donc des ruines aussi de forges, jusqu'à l'espace René Grèche, qui est très contemporain. Alors, dans le cadre donc, de cette exposition que mettait en place le musée Gaumet, nous avons réfléchi, nous, à proposer une artiste contemporaine qui fait un peu une transition, on va dire, entre les espaces muséaux et l'expo qui est dans une salle là à l'étage. Et donc, on va passer dans une salle un peu particulière où Nathalie Maufroy, qui est une artiste pluridisciplinaire, mais qui travaille aussi tout ce qui est mapping, numérique, etc., a fait une proposition qui rencontrait peut-être sa sensation de Montauban. Elle était venue évidemment sur le site. Et ce qui l'a frappé, c'est cette nature luxuriante, parce qu'on vient de parler des architectures de Montauban, mais elle s'inscrit dans une nature qui bouge, qui change, qui envahit la ruine si on la laisse faire, comme partout d'ailleurs. La nature est très forte finalement. Et donc, elle a été chercher, elle a filmé à Montauban de la végétation, elle a créé des maquettes, et à partir de tout ça, elle propose une installation où je crois qu'il faut surtout se laisser faire. Entrer dedans, elle a ajouté du son, et donc on va se retrouver avec une nature qui pousse plus vite que prévu et qui se rétracte dans les architectures fictives, et on peut à la fois rêver, jouer, s'amuser avec les lumières et les couleurs. Voilà, je pense qu'il vaut mieux y aller. Bonjour, je suis Héloïse Metz, la conservatrice du musée Gaumet, et je vous propose de découvrir notre exposition Prendre racine, l'architecture à Montauban. Alors comme le titre l'indique, cette exposition est centrée sur les différentes architectures qu'on peut trouver sur le site de Montauban à Busnol au fil du temps. Donc on commence chronologiquement par l'architecture en terre, puisqu'à l'époque celtique, le site de Montauban était occupé par une fortification qui était construite principalement en terre et puis par la suite en muret de pierre sèche. Cette fortification, par la suite, est réutilisée, réoccupée au fil du temps et au Moyen-Âge, on arrive à un véritable donjon que l'on a pu dater grâce à cette étrange petite céramique que vous trouvez ici, qui a été trouvée donc, dans les fortifications en soubassement, donc sous les murs du Moyen-Âge. Grâce aux fouilles archéologiques, on a pu comprendre cette évolution au fil du temps et cette occupation un peu particulière de ce lieu en plein cœur de la forêt. Dans ces fortifications, on avait eu la chance de retrouver des bas-reliefs sculptés de l'époque gallo-romaine, donc beaucoup plus anciens, dont notamment celui-ci, sur lequel est figurée la fameuse moissonneuse des Trévires. Cette moissonneuse avait été inventée à l'époque celte et a permis justement de moissonner à profusion et de nourrir notamment les armées de Romains et de légionnaires.
Après la pierre, de l'époque médiévale, on passe à la pierre un peu plus récente et aux époques modernes, aux époques pré-industrielles, où sur le site de Montauban, mais cette fois en bas de la colline, se sont installées des forges et des usines, puisqu'en Gaume, on a beaucoup exploité le fer pour créer de la fonte, donc notamment pour créer des produits de chauffage, des ustensiles, dont notamment le fameux poêle que vous pouvez apercevoir ici. Ce poêle, c'est le plus ancien du musée Gaumet. Il est daté de 1744 grâce au millésime qui est inscrit dessus, ce qui est une chance pour nous, puisqu'ils sont parfois très compliqués à dater. Sur le site de Montauban se sont donc développées ces fameuses forges qui ont perduré jusqu'au 19e et même au début du 20e siècle. C'est là aujourd'hui que se trouve le Centre d'art contemporain du Luxembourg belge, avec lequel nous avons réalisé cette exposition. Alors, après la terre et la pierre, le site de Montauban a connu l'arrivée du béton parce que sa fonction a changé. Une fois qu'on avait découvert les fameux reliefs gallo-romains, on s'est rendu compte de l'importance du site et un très beau projet a pu voir le jour grâce à Edmond Fous et à l'architecte Constantin Brodsky pour créer un véritable écrin autour de ces pierres et créer donc le musée lapidaire de Montauban qui est un chef-d'œuvre d'architecture postmoderniste des années 1950. Il a cette particularité de résulter d'une vision qui permet à la fois de prendre les avantages de l'architecture contemporaine et de respecter à la fois les vestiges archéologiques et la nature environnante, puisque rappelez-vous, nous sommes en plein milieu de la forêt. Ce site, ce site lapidaire et le musée qui a été construit autour a lui-même été classé et est reconnu aujourd'hui comme vraiment un joyau de l'architecture mondiale. Il a reçu plusieurs prix, figurez-vous. Les plans, évidemment, ont dû être longuement réfléchis. Au tout départ, le projet était très ambitieux, avec notamment un centre d'accueil pour les visiteurs, un centre de documentation. Mais donc, pour respecter la forêt et les vestiges, il a fallu le voir plus petit et surtout le voir autonome. Et donc aujourd'hui, vous pouvez visiter ce site en vous promenant directement sur les lieux, sans avoir même besoin d'un guide. Et vous pouvez découvrir les vestiges dans leur lieu d'origine, ce qui est très rare pour un musée. Et enfin, pour terminer, depuis quelques années déjà maintenant, et puisque nous fêtons les 40 ans du Centre d'art contemporain, la partie basse du site où se trouvaient les forges de Montauban accueille le Centre d'art contemporain du Luxembourg belge, où ont été installés les fameux containers en béton rouge qui donc ont apporté cette fois l'acier sur le site de Montauban. On est donc là dans une forme très contemporaine, mais vous voyez d'ailleurs qu'on reste dans des formes cubiques, depuis l'héritage de Brodsky. On pourrait d'ailleurs réfléchir sur cette question des cubes et de Montauban. Mais ces conteneurs en acier, eux aussi, ont été réfléchis et pensés pour pouvoir être en harmonie avec l'environnement qui les entoure. Ils s'effacent très vite dans le paysage et quand on s'y trouve, notamment grâce aux grandes baies vitrées, on est littéralement plongé directement dans la forêt. Et donc c'est le lieu parfait pour accueillir des nouvelles créations d'artistes d'aujourd'hui qui sont inspirés par les lieux et qui servent de témoins pour le Montauban d'hier et celui d'aujourd'hui. Voilà, on est maintenant à Montauban, on en a parlé auparavant, donc nous revoilà sur le site du Centre d'art contemporain. On est ici à Montauban depuis 2007 et dans cet espace Grèche dans lequel nous démarrons la visite, l'espace Grèche lui a 10 ans, donc c'est depuis 2014. Donc un site, vous l'avez vu au musée Gaumet, nature, enfin ça a été évoqué en tout cas. Et je l'ai dit au début, on va dire le fil conducteur de tout ce parcours est quand même le lien avec des architectures, arpenter les lieux, arpenter des structures, etc. Et nous sommes ici au premier étage de l'espace Grèche avec une artiste, une jeune artiste, dont le travail est d'une manière évidente relié aux architectures, c'est évident. Amélie Scotta vit à Bruxelles, elle est originaire de Nantes. Elle a un dessin qui ne peut pas laisser indifférent, je vais dire. Elle est d'une finesse dans son graphisme. Donc tout ce que vous voyez ici sont pour la grande majorité des dessins au graphite ou au crayon de couleur. Donc les grands formats également qui sont derrière moi, qu'on va voir après. Et elle nous présente également dans cette exposition 2 pièces en 3 dimensions, donc une en carton alvéolé qui s'appelle le réclusoire, parce qu'il évoque les réclusoires du Moyen-Âge, donc qui étaient ces petits édicules dans lesquels, souvent accolés à des églises d'ailleurs, où s'enfermaient souvent des femmes qui s'enfermaient comme un peu une forme d'ermitage, on va dire, mais enfin très particulier, où il y avait une toute petite ouverture par où la nourriture pouvait leur être
remise, donnée, offerte. Et puis une autre pièce qu'elle a vraiment réalisée pour l'exposition ici, en 3 dimensions également, constituée de dizaines de plaques de bouleaux qui ont été ciselées donc, au laser. Et en fait, cette pièce qu'elle appelle Well, c'est pas que ça représente, mais évoque des puits qu'on peut retrouver en Inde. En fait, ce sont des puits, mais qui ont une fonction également sacrée. Donc, à la fois, c'était des lieux. Donc, vraiment, on peut aller voir ça sur Wikipédia ou ailleurs. Ces puits des baolis, en fait, permettaient donc de conserver l'eau et de la soutirer également. Et en même temps, devenaient des lieux sacrés dans ce rapport à l'eau, dans des pays où on est soit entre des pluies presque ravageuses et des moments de grande sécheresse. Donc voilà. Alors là, je pense qu'il faut prendre le temps peut-être de regarder certaines architectures, parfois emballées. En fait, Amélie s'intéresse beaucoup, on va dire, à la manière dont l'homme navigue avec l'architecture, soit il vit dedans, ou comment aussi, lors de grandes réflexions, de travaux, ce qui se passe. Et donc là, on voit souvent à Bruxelles, dans les villes, enfin je dis Bruxelles parce qu'elle y vit, mais dans les villes, des bâtiments emballés, hein, le temps de la réfection. Et donc si on s'approche par exemple de celui-ci, progressivement, quand notre œil se pose sur cette espèce de peau, j'ai envie de dire, on est presque avec une peau, on n'est pas dans une photo, on est dans un dessin au crayon de couleur. Donc ça donne un peu une idée assez impressionnante de son rapport aux formes, aux éléments. C'est la même chose pour l'autre là-bas qui est réalisé au graphite. Après, il faut chacun, je crois, faire sa petite promenade, enfin sa promenade architecturale. Elle a différentes façons d'aborder justement des façades qui sont parfois complètement désossées, enfin qui sont là et on détruit l'arrière pour reconstruire. Donc tous ces mouvements d'architecture l'intéressent dans son dessin et dans ses structures en 3 dimensions également. Alors voilà, ici c'est encore un autre univers. Stéphanie Roland, une jeune artiste également. Quand Stéphanie est venue ici pour la première fois, les artistes viennent toujours une première fois à Montauban découvrir le lieu. Elle a été frappée, parce qu'on les emmène dans tout le site, par la source là-haut, où on retrouve, quand on a un peu de chance et un peu d'œil, des éléments fossiles. Donc elle a découvert là une petite étoile, qui sont des éléments donc, de crinoïdes datant du Jurassique. Bon, on a le son de la vidéo qui nous perturbe un peu. Et Stéphanie, ça lui a parlé énormément. Et quand on lui a proposé de s'installer ici, donc elle a eu une réflexion par rapport à un travail qu'elle mène depuis déjà pas mal de temps. Elle va parfois en Californie en résidence, d'autres endroits du monde. Elle est très reliée au monde des géologues qui font, entre autres, des carottages, parfois très profondément dans la terre, et donc qui s'intéressent à toutes sortes d'éléments qui concernent finalement la géologie, dans toutes leurs formes, hein, même parfois le son des pierres, que sais-je, enfin bon, tout ça l'intéresse beaucoup. Elle travaille aussi des films, des essais, et elle crée des pièces plastiques, je vais dire, qu'elle relie par rapport à toute cette réflexion scientifique, mais qui chez elle devient artistico-poétique, etc., philosophique aussi. Et donc, quand elle a eu un peu tous ces éléments-là, elle a proposé finalement son carottage, donc une série de carottes en plâtre qu'elle a, sur lesquelles elle a amené des empreintes ancrées qui nous font naviguer, je veux dire, entre les profondeurs de la Terre et finalement aussi, par moments, on ne sait plus si on est dans le cosmos ou si on est sous terre, dans la géologie et dans toutes sortes de formes qu'elle rencontre de façon un peu presque fantasmagorique ici dans ses recherches. Voilà, et là je crois qu'il faut surtout se laisser faire par cette longue ligne blanche qui finalement va se projeter après dans la nature, dans le paysage. Et le dessin en même temps, les dessins sont très très beaux et très fins. Alors ici, vous allez entrer dans un espace qui est occupé par un peintre du Hainaut qui s'appelle Bruno van de Grave. Sur ces petites peintures, pour la plupart petites, acryliques sur carton, pour la plupart également, Bruno nous emmène finalement un peu comme dans un storyboard de lieux qu'il a rencontrés au périple de ses routes, on va dire, et de
peut-être ces petits voyages. Ce sont des lieux où on le sent tout de suite, la présence humaine est là et totalement absente en même temps. C'est-à-dire qu'on ressent un peu ce silence, une forme d'abandon. On ne sait pas trop exactement. C'est assez fascinant d'ailleurs par ce silence et cette forme de délaissement, on va dire. Et il faut se laisser faire. Je crois qu'il faut un petit peu naviguer dans tout ça. Et je pense quand même que ces petites peintures, même si c'est une forme d'abandon, elles redonnent une vie à leur manière à ces lieux. Alors voilà, nous sommes toujours dans le petit bureau des forges. Ici à l'étage, il y a une espèce de grenier, va-t-on dire, un petit lieu sous charpente. Et là, c'est Daniel Lannoy, mais Daniel comme nom d'artiste, qui s'est installé. Et donc, il a réalisé une installation vraiment pour le lieu, pour les 40 ans également, parce qu'il fait vraiment partie de l'histoire du sang depuis le début, j'aurais envie de dire. Et Daniel là-haut vient faire appel un peu à tout ce qui hante parfois nos esprits et en rapport avec les greniers. On sait que les greniers, chez beaucoup de personnes, sont des lieux qui font appel à des souvenirs, parfois à des présences, même des entités pour certains. Et donc, il joue un petit peu avec toutes ces formes de présence, je vais dire, de ces lieux particuliers. Et il nous y invite par un jeu de mécanique, mais je préfère que chacun découvre et prenne le temps de découvrir à travers les ombres qui se projettent là sur les charpentes et sur les murs. Alors, on ne va pas oublier non plus deux artistes importants qui se sont inscrits, eux, en extérieur, dans le site, à deux endroits reliés à la fois, on va dire, à la végétation, oui, mais aussi surtout à deux lieux de patrimoine particuliers. Alors ici, sur le site bas, on a la pièce de Jérôme Huilot, mais son nom d'artiste c'est Ida WM. Et Jérôme a réalisé une œuvre qui peut de loin faire penser un peu à une meule de foin, éventuellement, mais bon, c'est pas non plus ça. Et qu'il a réalisé seul, à bout de bras, avec tous des morceaux de bois qu'il a dû lui-même scier, etc. Et évidemment, il n'a pas choisi la forme par hasard. Il a voulu évidemment s'inscrire par rapport à la charbon qui est là, à la fois sous deux angles, je vais dire formels, parce qu'on retrouve les arches, on retrouve un peu une forme similaire que les arcades, je vais dire, de l'entrée. Mais aussi, si on inverse un peu la forme, on pense au creuset, qui fait référence aux forges qui étaient ici, on l'a évoqué au musée Gommet. Et beaucoup d'autres choses évidemment. Et ce fut un travail aussi admirable c'est un tout jeune artiste, hein, dans la façon dont lui-même a dû batailler finalement avec une œuvre qui lui demandait beaucoup de courage et de force. Voilà. Et donc pour arriver à cette forme qui évoque pas mal de choses reliées au site. Et donc l'autre artiste qui s'inscrit dans ce site de Montauban, qui reprend la colline qui est face à nous, il y a là-haut des ruines du haut Moyen-Âge, ça vaut la peine d'y aller. Il y a un musée lapidaire qui reprend des blocs sculptés gallo-romains, qui en lui-même est à sa façon contemporain, alors qu'il est de 1959 ou 60, je ne sais plus. Dans ce musée, Pierre Courtois a installé des petites pièces qui sont toutes fines et qui en même temps font référence à des outils, des machines plutôt d'élévation, donc on peut utiliser dans la construction, autrefois pour certaines d'ailleurs, ou des éléments, des objets peut-être d'arpentage, enfin bon, donc il y a une référence comme ça à toutes sortes d'outillages qu'on pourrait retrouver chez un arpenteur ou chez un constructeur, et ces toutes fines machines très belles sont là, ils viennent ponctuer l'espace à côté de ces gros blocs sculptés gallo-romains. Il y a un rapport comme ça, légèreté et poids qui est assez, qui est même très réussi d'ailleurs. Et Pierre Courtois aussi a réalisé à côté du donjon une pièce exprès, là il l'a faite vraiment pour le lieu. Elle vient se positionner à côté de ce donjon massif, mur épais, opaque, donc vraiment la structure de pierre dans laquelle on entre à peine, on ne peut pas entrer vraiment comme ça. Il y a presque opposé, mais c'est aussi joué sur les complémentarités, une forme de deux arches très fines en acier trempé,
Donc là aussi, on peut faire des références un peu à la voûte, aux arcs-boutants dans une architecture. Et au centre de cette double arche, il y a des éléments verticaux qui sont eux-mêmes scandés, qui jouent sur l'ombre et la lumière, et qui peuvent faire penser éventuellement au tronc des arbres, à d'autres structures. Et donc, il vient amener un rapport de complémentarité ou d'opposition peut-être par rapport au donjon, mais en faisant référence à toutes sortes d'éléments d'architecture tout en finesse et en légèreté. En plus, on peut traverser cette arche, alors que dans le donjon, on n'y entre pas comme ça. Je vais terminer peut-être en disant donc, que tout ce parcours et ces expositions sont ouvertes jusqu'au 20 octobre. À partir de la saison d'automne, donc de maintenant, c'est ouvert les samedis et dimanches après-midi de 14 h à 18 h. Ça peut également être ouvert sur rendez-vous ou bien pour d'autres des enfants, enfin, organiser un atelier. Donc tout ça est là pour accueillir. Le 20 octobre, le dimanche 20 octobre, probablement plusieurs artistes seront là. On va dévernir donc pour le dévernissage et ce sera un beau moment de rencontre. Donc bienvenue à tous.